59 Académie, c'est un balado organique guidé par la recherche de l'histoire de la maison dans laquelle j'ai emménagé à Sutton en novembre 2020, de celle de ses précédents occupants et plus largement de l'histoire de mon nouveau village et de ses habitants. S'il s'agit de votre première écoute de 59 Académie, je vous encourage très fortement à commencer par l'épisode prologue afin de ne rien manquer de cette savoureuse aventure. Allô? Alors, petit changement de programme pour le podcast. J'ai décidé de laisser Suzanne tranquille, du moins au moins l'espace d'un épisode ou deux, pour m'intéresser à l'histoire de la maison avant Suzanne. Et donc j'ai contacté un organisme qui s'appelle Héritage Sutton, et qui est en fait une genre de société d'histoire de la ville de Sutton, et donc dont la mission est de retracer l'histoire de la ville, l'histoire de la région. Et donc je les ai contactés, je leur ai demandé si ils pouvaient commencer un travail de recherche sur le 59 Académie pour voir ce qu'ils seraient capables de trouver, et puis parce que c'est l'objectif de ce podcast finalement, d'en découvrir l'histoire. Et il se trouve qu'il y a à Sutton des gens dont c'est le métier, donc évidemment je leur ai demandé leur aide. Et donc là j'ai rendez-vous avec Jeanne qui travaille donc pour Héritage Sutton. C'est elle qui a effectué la recherche. On va directement en discuter avec Suzanne. Voilà, j'ai passé tellement de temps à penser à Suzanne que je reste aujourd'hui bloqué sur elle. Donc on va essayer plutôt de discuter directement avec Jeanne et la laisser nous présenter le fruit de ses recherches. Je lui ai demandé si elle voulait bien que je l'enregistre. Elle m'a dit qu'elle voulait d'abord me rencontrer et puis qu'elle verrait ensuite si elle accepte ou non la présence du micro. Donc je vais devoir couper le micro en arrivant, et on va espérer que je saurai la convaincre de le rallumer au début de la rencontre pour qu'on puisse entendre le fruit de ses recherches directement de sa bouche, plutôt que de m'écouter moi vous raconter ce qui se sera dit durant cette rencontre. Alors voilà, sinon là je suis en train de descendre tranquillement la rue Académie pour me rendre sur la rue principale. Il fait super chaud, il doit faire un gros 25 degrés. En tout cas j'ai chaud. Et le village est calme. Après un week-end de 3 jours, c'était férié hier. Donc on a eu beaucoup de passages de touristes et de weekenders, comme on dit, les gens qui ont une résidence secondaire ici. Et là, le village a retrouvé son calme naturel d'un mardi. Je vais m'arrêter de parler tout seul. Je poursuis mon chemin jusqu'à la mairie, jusqu'à Jeanne. « 1802, Frederick Primerman. 1846, Solomon Squire. 1852, Stephen Powers. 1864, Reuben Mills. 1887, famille Sweet. 1961, Inglis Ling. 1987, Claire Potvin. 1999, Susan Briscoe. 2020, bienvenue au 59 Académie. Alors voilà, je suis arrivé devant la mairie de Sutton et j'ai rendez-vous derrière. Elle m'a dit, on se retrouve derrière la mairie, donc on va contourner le bâtiment. On passe entre la mairie et la caserne de pompiers. Alors je sais pas trop par où aller ensuite. Je vais relire son courriel. 14h à l'entrée des employés, derrière l'agrandissement de l'hôtel de ville. Bon voilà, ça doit être ça. Entrée des employés. Bon une petite table de pique-nique juste à côté de l'entrée des employés. Donc je vais m'installer là. Il est 13h54. On a rendez-vous à 14h.
on va attendre quelques minutes et puis espérer que Jeanne apparaisse à la porte. Alors, bonjour Jeanne, merci beaucoup d'accepter que j'enregistre. On a discuté un petit peu juste avant, histoire de faire connaissance avant que je sorte le micro, mais on n'a pas commencé à vraiment parler de ce que vous m'avez envoyé, le fruit de vos recherches sur le 59 Academy. Donc, est-ce que vous pourriez brièvement ou pas d'ailleurs, simplement me dire ce que vous avez pu trouver? Bon, d'abord, il faut préciser que ce qu'on fait et ce qu'on peut faire, c'est un historique d'occupation du lot sur lequel est située une propriété. On a une série de documents qui permet de nous faire ça, depuis la création du canton de Sutton, qui est officiel, disons, qui est 1802. Même si dans les 10 années qui ont précédé, il y avait déjà des gens qui s'étaient installés, des fois sans savoir qu'ils étaient du côté des Britanniques, là, du côté qui avaient traversé la frontière du Vermont, puis s'étaient installés. Mais en 1802, le canton de Sutton a été concédé à... C'était un canton qui était vraiment carré, 10 000 de côté. C'est rare, d'habitude, ils sont plus rectangulaires que ça. Et divisé, là, 11 rangs, 28 lots par an. Okay. Tu sais, c'est vraiment une forme géométrique. Hein? C'est ça. Quadrillé. Le quadrillé, il est arpenté comme ça. Mais ce qui a été concédé en 1802, c'est à peu près 168 lots. D'abord parce que c'est bien beau d'avoir fait quadrillé, mais vous voyez le lot sur le sommet du Mont Sutton, il n'y a pas personne qui voulait l'avoir, qui voulait vraiment l'avoir. Tu sais, c'était vraiment un quadrillage administratif, ça n'a pas été réfléchi. Alors, donc on peut remonter, parce qu'on a la liste des concessionnaires, et le rang et le lot, on peut remonter ça, puis après ça, différents documents nous permettent de voir comment ça a évolué. Alors, pour parler de votre lot, on a pu remonter qui l'avait eu au début, mais on sait que ces gens-là qui l'ont eu, s'ils ne sont pas venus vraiment, ce qui était... C'était vraiment courant que les gens qui avaient la concession, qui se faisaient concéder un lot, ne venaient pas, parce qu'ils faisaient des demandes dans plusieurs cantons. Puis ils prenaient le premier qui répondait ou le plus avantageux, puis ceux peut-être qui sont aperçus qu'il y avait des lots en montagne, là, tu sais, que c'était pas une place pour avoir des beaux grands chamblés, là. Alors on a pu suivre, et ça, bon, ça nous donne l'occupation. Après ça, on est arrivé... autour de 1852, puisque votre maison date probablement de cette époque-là. C'est difficile de savoir qui l'a vraiment construite, mais on sait qui était dans le coin en 1852. On sait, par exemple, qu'il y avait Robin Mills, mais on sait que c'est le meunier du moulin, donc c'est probablement pas lui qui est installé ailleurs, parce que le grand lot original, il était entre la rue Académie et la rue Maple. Ah oui, ok, donc très large. Oui, c'est 200 acres, hein, les lots originaux. Fait que... le lot que j'ai, moi, aujourd'hui, fait 1 acre. Donc, on est passé de 200 acres en 1852 à 1 acre. À des subdivisions qui, aujourd'hui, font 1 acre ou moins. Surtout que c'est vrai, particulièrement que les lots, il y a eu beaucoup de lotissements parce que vous vous retrouvez dans ce qui est devenu un hameau. Et le cœur le noyau villageois de Sutton. Alors, évidemment, ça a été loti. Et ça, on le voit, je vous ai envoyé un plan, je pense, de 1894. Et on voit que c'est pas encore construit, tout ça, mais on voit tous les lots qu'on a déjà déterminés. OK. Et on voit déjà qu'on est en densification dans votre secteur, que on s'en va vers un noyau villageois, ce qu'on appelait Sutton Flat à l'époque. Et plus ça se lotit, plus c'est difficile de suivre à qui et passer exactement le lot où vous êtes, parce qu'il faudrait remonter dans les actes notariés, ce qui coûterait une fortune. Nous, on n'a pas les moyens d'aller chercher, puis on espère que, bon, des fois, les notaires le font dans les actes de vente. L'autre aspect, c'est qu'on a déjà le registre des transactions qui nous dit comment les lots ont été vendus ou cédés à bail ou loués, ou etc. Alors, on a ça. Si on avait les actes notariés, on aurait beaucoup sur le bornage des lieux, mais très peu sur les bâtiments.
Okay. Les actes de notaire Parle du terrain. parlent du terrain, du bornage, de ci, de ça, mais très peu. Ils peuvent dire une maison de 2 étages, mais même pas. Donc, ce serait pour nous une dépense exagérée pour ce qu'on peut en retirer. Alors, votre maison, à un moment donné, c'est vous, en la regardant, qui pouvez mieux déterminer son âge, ce que vous avez fait d'ailleurs, parce que les techniques de construction, le solage, la façon, le genre de fondation, c'est beaucoup plus révélateur que n'importe quel acte finalement. Et dans votre coin, ce qui est clair, c'est que c'est peut-être pas tout le 200 acres original, mais une bonne partie, il y avait une ferme. Ça appartenait à la famille Sweet. Et on en a encore le souvenir, puisque maintenant on a un chemin Sweet qui a été nommé parce que et qui va presque entre la rue Académie et Maple, il se rend presque à Maple, le chemin Sweet, comme le lot original, puis comme le chemin, ce qui est la fin d'Académie, ou ce qui est le chemin Élie, la côte là, qu'on monte, hein, ça s'est appelé un temps Sweet Hill. Fait que on est vraiment dans le coin de la famille Sweet et qui ont été là très longtemps parce que, comme je disais, les dernières transactions où le nom Sweet apparaît, je pense que c'est quelque chose comme 1987. En 87. C'est ça. C'est mon année de naissance. Donc, la dernière fois qu'on voit le nom Sweet dans le registre des transactions sur le registre foncier du Québec, c'est 1987. Ça veut dire que... Et on sait qu'ils étaient là en 1846. Ils sont restés un bon petit moment ici. Il y a eu une période où ils n'ont pas été là. On ne sait pas pourquoi, mais ils reviennent. Est-ce qu'il reste des Sweet à Sutton aujourd'hui? Oh, c'est un nom assez... mais je ne sais pas si... C'est difficile de savoir si c'est de la même ascendance, de la même famille. On avance, nous, dans l'histoire orale parce que quelqu'un nous dit « Je veux faire l'histoire de ma famille », on l'a fait avec eux. Là, on vient d'ajouter une autre pièce à l'histoire. On y va en fonction des demandes et des intérêts des gens. On n'a pas eu encore de suites qui sont venus. Mais on sait que c'est un nom qui était fréquent, répandu dans le coin, mais on ne peut pas savoir s'il y a des descendants directs, je ne sais pas. OK, ça va faire partie de mon travail de recherche à moi, donc chercher... Si vous en trouvez, je viendrai nous le dire. Ben oui, faudra écouter le podcast, le balado. Donc alors attendez que je me situe. Ça c'est la jonction Pleasant Academy. Oui, ok, on est en bas. Tu montes. Le lot 928, c'est ça ici, là. Ah oui, il était des deux côtés d'Académie, donc. Oui. Ok. Puis il se rendait jusqu'ici, mais il y avait déjà une intention de lotissement très claire en 1884. Oui, on voit bien déjà tous les lots subdivisés. Mais il n'y a pas de construction sur aucune. Il y a une construction ici, une construction ici. Probablement la ferme Sweet. OK. Et il n'y a rien d'autre, mais on a l'intention. Mais est-ce que c'était les propriétaires de ces lots qui avaient cette intention C'est un plan, ça vient de la municipalité. Okay. C'est un plan, on doit dire d'urbanisme. Aujourd'hui, on appelle ça un plan d'urbanisme. On autorise la subdivision. Puis là, quand ça appartient même au propriétaire, un propriétaire qui peut le revendre. Alors, Sweet en a sûrement beaucoup vendu jusqu'à ce qu'il avait exactement. Vois-tu, en 87, bon, quand on a fait un rôle d'évaluation du canton, il y avait le lot 928, qui est l'un des plus grands, avec 45 acres. Il était cultivé par la famille Sweet. Bon. Puis ça prend, en 100 ans, ils vont prendre 100 ans avant tout. De vendre petit à petit. Ouais. Les autres, il y avait quand même en 87 d'autres propriétaires, mais on les a pas nécessairement tous. Ou je les ai pas tous notés, probablement qu'il y en avait plusieurs. OK. Mais alors, les premiers à qui les lots ont été concédés, comme donc Frederick Primerman, c'est qui ces gens-là? Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés propriétaires de ces lots? La plupart des cantons ont été défrichés ou colonisés à partir d'un système
d'un maître d'œuvre qui allait chercher des associés. Le canton de Sutton fait exception. Il a été concédé sans ce système de leader avec associés. Et comme tu dis, il a été arpenté 10-10 sans tenir compte qu'il y avait une grosse montagne en plein milieu. Mais c'est un cas exceptionnel cette façon. Il y a des gens qui, après l'indépendance américaine, puis la fin de la guerre entre la Grande-Bretagne et qui a mené à l'indépendance américaine, bon, c'est sûr, on a parlé des loyalistes qui ont fui parce que, bon, ils avaient pris le bord des Britanniques et puis, bon, ça marchait plus. Mais il y a eu beaucoup plus que des loyalistes. Les terres étant beaucoup moins... Il y avait des terres pas chères. Un gouvernement ouvrait des terres, ouvrait du terrain. Donc, les gens faisaient application. OK. Finalement, il y avait des terres à prendre. Il suffisait de demander. Il fallait faire une demande à la couronne, il fallait faire une demande administrative. Et puis, et c'est pour ça qu'il y en a qui faisaient des demandes à travers pour plusieurs townships. Okay. C'était le début des townships. Ouais. Et puis, à un moment donné, ça arrivait qu'ils ont eu une concession, ils l'ont pris, puis ils ont oublié qu'il y en avait une à Sutton. Quand l'offre est venue de Sutton, il était déjà installé ailleurs. Ou ils se sont rendus compte que c'était un lot, comme je disais, très pentu en montagne. Alors, c'est tout ça qu'il a fait. Il y a eu des loyalistes, mais ça n'a pas tous été des loyalistes, même s'il y en a qui voudraient que ce soit ça. Il y en a qui... Pourquoi vous dites ça? Du côté de la population anglophone, il y a une fierté à avoir été des racines loyalistes. Okay. Mais c'est clair que c'est pas tous ceux qui ont prétendu avoir des racines loyalistes qui en avaient. Maintenant, c'est documenté. C'est documenté. Mais il était un temps... c'était le bon ton de se dire loyaliste dans la communauté anglophone. Un petit rappel pour les auditeurs du balado, les loyalistes, donc c'est les Britanniques, les colons britanniques qui étaient en Amérique. C'est ça, c'était ceux qui étaient du côté des 13 colonies, ce qui est devenu les États-Unis, mais qui, dans la guerre d'indépendance, avaient pris fait pour la Grande-Bretagne plutôt que pour les rebelles indépendantistes américains. Donc après la guerre, donc après la déclaration. Il y en a qui avaient eu leurs biens saisis, s'il y avait eu des actions vraiment... D'autres, tout simplement, la vie était difficile, personne non grata, là, un peu. Mm-hmm. On avait bien fait une frontière, mais elle était floue, elle n'était pas gardée. Donc il y a beaucoup de loyalistes. Il y en a qui c'était facile de passer, et les terres, on voyait des terres à meilleur marché. Alors on montait, il y en a eu beaucoup du côté de l'Ontario aussi. Et à l'époque, donc, le Canada n'existait pas, c'était encore une colonie britannique, ou est-ce qu'on était en Nouvelle-France à cette époque-là? Ici, on était déjà... La conquête a eu lieu en 1760, alors on était déjà une colonie britannique. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'était une terre d'accueil pour ceux qui avaient été fidèles à la couronne britannique. Okay. 1760, c'est là que les Britanniques ont gagné la Nouvelle-France. C'est la fin de la Nouvelle-France, officiellement en 1763 avec le traité de Paris. Donc la Nouvelle-France, c'est fini. Mais là, on est encore colonie britannique et il se vient qu'en 1867 qu'on devient là, avec la Confédération. Donc il y a presque un siècle de colonie britannique pure. Comment s'appelait le territoire à ce moment-là? On a appelé ça le Canada. Puis on l'a divisé en Bas-Canada et Haut-Canada. Oui, OK, d'accord. Et le Bas-Canada, c'était ce qui est l'équivalent aujourd'hui du Québec, donc avec une majorité de population francophone. Évidemment, c'est des concessions qui ont été faites pour acheter un peu la paix, parce qu'il y avait vraiment une majorité de francophones forts. Et le Haut-Canada, c'était anglophone. Et donc Sutton se trouvait dans un territoire historiquement francophone? Non. Non? Oui, on était... Attends, ça dépend comment tu poses ta question.
On était au Bas-Canada. Donc, c'est clair, le Bas-Canada, parce que c'est à peu près les mêmes limites qu'entre l'Ontario, le Bas-Canada, puis au Canada, c'est à peu près les mêmes limites qu'entre le Québec et l'Ontario aujourd'hui. Là, OK. on était au Bas-Canada, c'est sûr. Et c'est quand on a ouvert les camps, quand on a ouvert les townships, c'était justement pour accueillir de l'immigration britannique surtout. Parce que le Québec était en régime seigneurial, parce que c'est un héritage de la Nouvelle-France. Et ça, un régime seigneurial pour les Britanniques, c'était la pire chose. Qu'est-ce que ça implique, un régime seigneurial? Bon, un régime seigneurial, alors, c'est que tu as un seigneur, puis tu as des serfs qui cultivent sa terre, puis tu as un seigneur. Il y avait une subordination entre un seigneur, puis le serf devait donner une partie de sa récolte, et puis, etc. Puis il y avait des limitations, mais on n'était pas dans un système extrêmement dur non plus. Okay. Donc les townships ont été ouverts dans un système de libre tenure, donc pas du tout le système seigneurial qui était celui de la Nouvelle-France et qui avait été gardé. Et on a fait des grandes campagnes d'immigration anglophone de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Écosse, tout ça pour peupler les townships. Donc les townships étaient vraiment un lieu particulier, disons une petite parenthèse britannique et anglophone au cœur du Bas-Canada. Enfin, c'est plus au cœur, c'est tout le sud, hein? Ouais. C'est presque tout le sud, entre la frontière et bon, les seigneuries, c'est tout le long du Saint-Laurent, là, tu vois toutes les seigneuries. Puis au sud de ça, entre la frontière et la fin des grandes concessions, ce qui est du territoire qui n'était pas encore colonisé, on l'a organisé en township. Quand on se promène dans les cantons, on sent que c'est assez différent du reste du Québec. Ben oui, on n'a pas ces grandes terres longues et étroites, on n'a pas... C'est une autre organisation. Et Sutton, donc, a été ouvert en 1802. Arpenté en 1792 par M. Pennoyer, puis il y a eu, entre 92 et 1802, il y avait comme tu dis, des squatteurs, des gens qui sont montés du Vermont, qui sont installés tout simplement, pensant peut-être être encore aux États-Unis ou pas, ou sachant qu'ils étaient ailleurs, mais bon, sans demander de permission nécessairement. Et la concession officielle s'est faite en 1802. On a pris les 328, là, puis on a mis des noms sur une partie, et on donnait un lot sur 7 à l'église, puis un lot sur 7 à la couronne, qu'on réservait. D'accord. Ces lots-là, après ça, l'église et la couronne les ont vendus, là, mais c'était c'est comme ça que le canton a été découpé. OK. Et le nom Sutton, est-ce qu'on sait d'où ça vient? Ben, ça veut dire south of quelque chose. Mais parce qu'il y a des Sutton, il y en a plein en Angleterre. Alors pourquoi ça a été donné ici, on ne sait pas exactement, mais c'est un nom très fréquent qui veut dire south of town, south of quelque chose. Ah, Sutton, south of town. Mais pas town, probablement pas town à l'époque parce qu'il n'y avait pas de... Mais Sutton, ce qui arrive, c'est comme... Parce que le nom Sutton existe depuis longtemps en Angleterre. Là. Donc, la première fois que ça a été nommé, c'est vraiment South of quelque chose. Après ça, il y a peut-être eu un comte de Sutton. Puis c'est devenu un nom qu'on retrouve souvent. Pour revenir donc à Monlot, au 59 Academy, donc on lit qu'il a été concédé à un certain Frederick Primerman, mais lui, vous me dites qu'il n'a jamais mis les pieds, probablement. On ne le retrace pas dans les recensements qui suivent, donc... mais comme je te dis, c'était fréquent. OK. Donc, ça veut dire qu'il a revendu, ou est-ce qu'éventuellement le lot est simplement concédé à quelqu'un d'autre? Il y avait quelqu'un dessus qui a finalement eu les droits, ou il l'a revendu. On n'a aucun document qui nous permette de retracer ce qui s'est passé. OK. On voit en 1946 qu'il est partagé entre 6 contribuables. On a Solomon Squire, Amy Squire, Enoch Sweet. Donc là, on commence à voir les premières traces de la famille Sweet. Stephen Powers, Owen Kemp et Omi Lagrange. Donc en fait, ce que ça dit, c'est que le lot qui était immense
a été divisé. Ah ben ça, c'est clair. Dès qu'on voit la situation géographique de ce lot-là, tout près de ce qui est en train de devenir le cœur du village, au début, tout le monde est dispersé, puis à un moment, il se crée un noyau de service, il se crée un noyau... et bon, ça a été Sutton Flat, justement, parce que Flat, c'était plus là. C'est dans la vallée de la rivière Sutton, donc... et puis dès que tu es à proximité de ce noyau-là, forcément, il y a du lotissement, de la densification qui se fait. Puis de toute façon, 200 heures, c'est énorme. Hein? Dès qu'il y a un hameau, là, la pression est très forte pour que ça se fasse. Et donc, ceux qui sont restés propriétaires du lot, ou en tout cas du terrain sur lequel la maison est construite aujourd'hui, ce serait la famille Sweet. Tous les autres noms, ils sont peut-être plus du côté de Maple. Probablement, ta maison est probablement sur une petite parcelle de ce qui a appartenu à la famille Sweet. Alors, je ne sais plus quel voisin ou voisine, mais on m'a dit que c'était ce serait la plus vieille maison de la rue Académie, la plus ancienne, la première qui aurait été construite donc ici, sur la côte, et que c'était à un certain moment la maison principale de la ferme Sweet. C'est possible, mais quand je regarde la carte ici, là, j'ai l'impression que ça, c'est... On voit sur la carte, c'est ça, il y a un petit carré donc grisé, ça veut dire qu'il y a une construction ici. Il y a une construction, mais je me sens que... Est-ce que c'est... Ça me semble plus bas, faites voir, remonter un petit peu sur c'est ça, moi je trouve que c'est trop haut pour être toute ta maison, j'ai de la misère. Ou trop bas, non? Regarde, le coin Pleasant est ici. Ouais. Ah, évidemment, il n'y a pas de rue Highland. Tu es ici, tu es au coin d'Académie et Pleasant. Puis on monte. Es-tu aussi loin que ça? Ça pourrait, oui. Faites voir si vous remontez encore la rivière, où est-ce qu'elle se trouve. Ça, c'est la rivière Sutton. Mais parce qu'en haut, à peut-être 50 mètres de la maison, il y a un petit cours d'eau qui passe sous le pont. Il n'est pas marqué. Il ne voit pas. C'est pas là. C'est une carte. Puis on voit que ça tourne légèrement à gauche. Mais ça pourrait être ça. Hein. Moi, je suis à peu près à ce niveau-là. Parce que je vois qu'il y a un... Si c'est ta maison, c'est possible. De toute façon, si elle a été construite vraiment en 1850, autour 1850-1870, il faut qu'elle soit sur ce plan-là. Et ce plan date de... 1894. C'est que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 ou 8 maisons en gros sur l'Académie à cette époque. Et donc c'est possible que ce carré, là, ce soit ma maison. Si ta maison, si toi, c'est que là, je me suis dit, ça m'apparaît trop bas. Oui, ça c'est sûr. Puis, alors, il faut que ça soit celle-là. Ben oui, parce que c'est sûr qu'elle date d'avant 94, vu la construction. Donc, ça risque d'être, comme c'est la grande partie qui appartient au Sweet, ça risque d'être la maison Sweet. Ouais. Quelle intéressante conversation avec Jeanne. On va arrêter ici, mais on continuera dans le prochain épisode la discussion avec Jeanne. On a quelques autres éléments d'information qu'on a été capable de trouver ensemble, mais on va revenir déjà sur la famille Sweet. Je suis très heureux d'avoir réussi à confirmer que ma maison, le 59 Academy, est bien, a priori, donc la maison familiale de la ferme Sweet. J'ai fait quelques recherches sur Google pour voir si j'étais capable de retrouver des traces de ce Enoch Sweet, qui a été donc le patriarche de cette famille-là. Et assez rapidement, j'ai trouvé sa date de naissance et sa date de décès. La date de naissance, c'est pas très précis, on sait juste l'année, 1807. Enoch Martin Sweet Sr. Il est né au Québec et il est décédé le 26 mai 1881 à Sutton. Et il est enterré d'ailleurs au Fairmount Cemetery, qui se trouve donc à Sutton, j'imagine. Fairmount Cemetery. Exactement, c'est ça. Et donc c'est le cimetière qui est sur Maple. J'étais pas sûr du nom de ce cimetière, mais donc faudrait que j'aille voir cette tombe. On voit aussi le nom de sa conjointe, Lydia Sweet, et le nom de ses enfants. Et parmi ses enfants, on a notamment Enoch Martin Sweet, et je parle de lui parce que
C'est le seul pour lequel je trouve un petit peu plus d'informations que simplement une date de naissance et de décès. Et il y a un petit texte, en fait, un petit peu comme un genre de obituary, de nécrologie. Et on dit donc que c'était un fermier, le fils de Enoch et Mary Turner Sweet. Il s'est marié à Dunham le 20 avril 1871 avec Almira Charlotte Smith. Et ils ont eu 10 enfants. Donc oui, c'est une grande famille, les Sweet. Ça veut dire que pour retrouver tout le monde, j'ai du travail. Et là, j'apprends quelque chose de vraiment intéressant, c'est que à la fin des années 90, 1890 évidemment, la famille de Enoch Martin a déménagé à Saskatoon, au Saskatchewan. Ils sont revenus au Québec en 1911 après le décès soudain de Almira, qui est décédée en 1906 de manière inattendue. On ne donne pas de cause de décès ici. On peut aussi lire qu'il s'est remarié en 1911 à Richford, au Vermont. Sa deuxième femme s'appelait Lorenda Jane Hollingsworth. Et ils n'ont pas eu d'enfants. Et en même temps, 10 enfants, il a dû dire que c'était suffisant. Et puis Enoch et Lorenda sont à nouveau repartis au Saskatchewan. Ils sont revenus encore une fois au Québec. Et Enoch, de temps en temps, partait pour les récoltes au Saskatchewan. Il partait tout seul pour quelques années. C'est assez flou. On comprend qu'il a fait donc des allers-retours entre le Québec et Saskatchewan. Mais on n'a pas beaucoup plus d'informations que ça. On a par contre le nom, les dates de naissance et de décès de tous ses enfants. Et on voit qu'ils sont tous décédés au Saskatchewan. Donc la famille Sweet, à mon avis, en bonne partie, a finalement décidé de s'installer pour de bon dans la province du Saskatchewan, a priori autour de Saskatoon, parce que les sépultures de tous les enfants et de la plupart des Sweet que j'ai pu trouver sont à Saskatoon. Je suis bien content du fruit de ce travail de recherche-là. J'ai l'impression d'avancer. Je commence à vraiment avoir une idée au moins des noms et des parcours de certaines des personnes qui ont vécu dans cette maison il y a plus d'1 siècle. Et je trouve ça vraiment excitant. J'espère que c'est aussi intéressant pour les non-résidents du 59 Academy que vous découvrez l'histoire du village de Sutton, peut-être certains éléments que vous ne connaissiez pas. En tout cas, je vous remercie infiniment de continuer à m'écouter. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à partager le podcast, à en parler autour de vous, parce que c'est comme ça que je peux continuer à le faire vivre. Parler dans un micro pour que personne ne m'écoute, c'est vraiment plate. Donc, de savoir que vous êtes là, ça fait toute la différence. Alors merci à tous et puis on se reprend prochainement pour de nouvelles aventures au 59 Academy.